Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Je suis Nils, votre hôte. Aujourd'hui, dans ce 4e épisode de la série « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous allons aborder la question de la lignée de transmission. Nos invités sont Mila Kensei et Philippe Cornu. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci de nous recevoir. Pour vous présenter brièvement, donc Mila Kensei, vous êtes un chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes un détenteur de lignée. Et Philippe Cornu, vous êtes professeur en sciences des religions à l'Université catholique de Louvain en Belgique, où vous enseignez le bouddhisme. Vous êtes également auteur et traducteur du tibétain. Exact. Bien, donc pour démarrer ce podcast, dans une petite question, dans toutes les traditions vivantes, donc la transmission de l'enseignement se fait de maître à élève. Et dans le bouddhisme et le Dzogchen, tout particulièrement, on parle de lignée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une lignée et qu'est-ce qui est transmis ? Alors, lignée, ça veut dire une ligne dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va passer de génération en génération. Ça, c'est l'aspect vraiment de continuité. Mais qu'est-ce que l'on essaye de continuer de génération en génération ? Eh bien, c'est un enseignement spirituel, quelque chose de vivant qui est en fait la nature fondamentale de notre esprit. C'est-à-dire que chaque être a une nature qui est différente de son esprit habituel, qui est quelque chose de plus profond. Et la lignée, en fait, c'est le moyen, en quelque sorte, pour des maîtres de pouvoir transmettre cela à leurs disciples, qui, à leur tour, pourront transmettre cela à leurs disciples, etc. Il y a toujours une notion aussi de double transmission, en tous les cas dans la grande perfection. Il y a toujours un aspect où on parle de lignée profonde ou de lignée essentielle, donc qui est la transmission, on pourrait dire complètement informelle, complètement primordiale, qui va transmettre ce dont tu parlais, donc l'aspect de nature primordiale, et puis un aspect formel de la lignée, un aspect formel de la transmission, qui est que pour garantir le fait que cette transmission par l'essence ou transmission de l'essence soit toujours vivante, il faut un cadre formel. Et ça, ce sont tous les textes, ce sont tous les rituels, etc. Donc on peut envisager cet aspect de... ça n'est qu'une lignée, mais avec un double aspect qui est d'un côté le maintien de l'essence et de l'autre côté la forme qui va maintenir cette essence. Oui, c'est le contenu et le contenant. Et donc les deux sont nécessaires pour que la lignée continue. Tout à fait. Oui, parce que la forme permet de maintenir justement l'essence, alors que sinon elle peut se dissiper. Bien, merci beaucoup. Et, on voit beaucoup de choses en ce moment, avec l'explosion depuis le Covid notamment. Il y a notamment une explosion de tout ce qui est religion, spiritualité sur les réseaux sociaux, sur le net. Donc en fait, on a accès à beaucoup de choses différentes, donc, qui pourraient être qui sont des traditions spirituelles parfois, qui pourraient être des lignées également. Et on a tendance souvent à vagabonder aussi un peu partout. Est-ce que tout ça c'est bénéfique ou est-ce qu'on doit s'inscrire en fait dans une lignée pour peut-être pas obtenir, mais pour que ça soit un peu plus durable en fait ? C'est une double question parce qu'en fait, qu'il y ait un choix extraordinaire qui n'a jamais été auparavant, parce qu'avant, en fait, les gens étaient dans une tradition locale, ils n'avaient pas de choix, en fait. Géographique. Voilà. Donc là, maintenant, effectivement, il y a un choix énorme, mais ça fait aussi un petit peu supermarché spirituel aussi. Donc on choisit une option, une autre, ça peut être très excitant, c'est très bien. À un moment donné, ça peut devenir aussi un facteur de dispersion. Tout dépend de comment on se positionne par rapport à une voie spirituelle. Si on suit un chemin, il faut suivre un chemin. C'est-à-dire quelque chose qui ait une certaine cohérence.
et aussi dans la longueur. Et c'est surtout ça. Donc c'est là qu'en fait il faut, disons, choisir un chemin plus particulier. Mais ça n'empêche pas d'avoir le choix d'autres options qui vont enrichir parfois aussi son approche. C'est exactement ça. Ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs d'une certaine manière. Oui, puis au début, il faut bien essayer aussi de voir un petit peu quel est le chemin qui va convenir. Ça, c'est indispensable. Maintenant, à un moment donné, il faut se concentrer si on veut approfondir un chemin. Et puis les autres options, elles peuvent aussi, disons, c'est un peu comme regarder, si par exemple on est même, par exemple dans le Dzogchen, il y a plusieurs lignées. Et on peut avoir effectivement des aperçus par les différentes lignées. C'est un peu comme si on regardait un cristal de différents côtés, avec les différentes facettes. Et à un moment donné, ça permet d'être plus clair aussi. Mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas vraiment une dispersion. C'est surtout ça. Donc il y a un principe, comme tu dis, c'est le fait d'essayer de savoir au début, quand on a décidé, puisqu'il y a aussi ce principe-là, on a décidé de suivre un chemin, de découvrir ce qui est le mieux pour nous. Donc là, on peut effectivement aller voir à droite, à gauche, de voir ce qui correspond le plus à nos besoins. Et puis le principe en fait d'un chemin, quel que soit le chemin, que ce soit un chemin spirituel ou autre, c'est de vraiment s'inscrire dans ce chemin pour arriver à sa réalisation. C'est-à-dire que si on commence quelque chose, il faut arriver à le terminer, il faut en avoir le résultat. Dans la grande perfection, c'est réaliser la nature fondamentale de son esprit et qu'elle demeure et qu'on puisse demeurer de cette manière jusqu'au moment de la mort. Donc ce qui veut dire que si on n'est pas inscrit dans une véritable... dans un élan particulier et dans une lignée particulière, on parlait de lignée, il y a cette notion-là qu'on ne va pas achever le résultat. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend par s'inscrire à ce moment-là ? Ça veut dire ne pas mélanger, ne pas faire prendre à droite, à gauche et puis essayer de faire sa propre tambouille, comme on entend parfois ? Ou, oui, comment on fait ça ? Là, effectivement, on pourrait parler de tambouille, parce que le mélange est généralement pas conseillé, dans le sens où chaque tradition, chaque spiritualité a un système qui lui est propre, et que quand on commence à mélanger ces systèmes-là, on fait face à des paradoxes qui sont des paradoxes en fait pas du tout conciliables, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon dans tous les systèmes. Donc il y a ce principe-là qui est que on peut tout à fait s'inscrire dans une lignée, aller voir à droite et à gauche ce que les autres lignées, ce que les autres traditions entendent par chemin spirituel, entendent par nature primordiale, etc. etc. Mais rester toujours concentré dans le chemin dans lequel on s'est inscrit. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'au bout d'un certain temps, on peut très bien arriver à une stabilisation en fait de la pratique au sein même d'un chemin ou au sein même d'une lignée, et commencer à envisager même de pratiquer d'autres choses à côté. Mais l'erreur à ne pas faire à ce moment-là, c'est de mélanger les pratiques, c'est de mélanger ce qui est pratiqué. Donc on conseille toujours de garder l'aspect de parallèle entre les lignées, c'est très important. Ouais, le principe, c'est de ne pas tomber dans la confusion. C'est surtout ça. Parce que mélanger, c'est souvent un peu syncrétique et c'est bidouillé, finalement. Et ça marche jamais vraiment bien. Alors que, par contre, être vraiment inscrit profondément dans une lignée, comprendre vraiment son essence, et après, on va trouver des échos de cette essence, parfois, dans d'autres lignées. Et là, c'est une confirmation. Mais on est complètement droit dans ses bottes, d'une certaine manière, dans son chemin. Maintenant, ça dépend des individus aussi. C'est vraiment quelque chose qui dépend du tempérament. C'est-à-dire si on a une tendance à être dans la dispersion, dans la distraction, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus précis. Et si par contre on a un esprit assez vaste, assez encyclopédique, et qu'on est bien ancré, alors là, on peut véritablement explorer. Ok. Voilà. Mais il y a aussi le fait que dans l'offre que nous avons, il y a aussi des choses qui sont plus ou moins sérieuses aussi. Et il y a aussi des choses qui sont plus ponctuelles. Donc parfois,
on a besoin, tout en suivant son chemin, d'avoir un petit coup de pouce pour débloquer un aspect ou un autre. Et ça peut aussi bien même être une approche qui soit, par exemple, thérapeutique d'un côté, ou alors une approche de yoga ou de choses comme ça, qui peut aider véritablement à débloquer quelque chose. Parce que si, quelque part, notre énergie n'est pas très, très claire, c'est vrai que une méthode psychophysique, ça va permettre peut-être aussi de débloquer quelque chose. Donc on peut envisager ça comme un enrichissement, sans non plus un mélange. Non, c'est des pratiques auxiliaires dans ce cas-là. Si ça n'est pas bien entendu, encore une fois, mélangé avec les aspects de pratique principale. Ça, c'est important. Ah bah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le Dzogchen, il y a aussi des exercices psychophysiques. Oui, c'est ça. Dans une tradition, en fait, on découvre qu'il y a tout un kit. Et que finalement, si on est assez patient, on se rend compte complet, que en fait. Voilà, ça va être complet. D'accord. Et du coup, cette notion, parce que on en parlait à nous, enfin, tu l'as évoqué, Philippe, sur un aspect d'authenticité, justement. Cette notion de lignée, cette notion de transmission de l'essence, elle peut garantir cette authenticité. Et justement, Mina Khyentse, vous êtes détenteur d'une lignée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, comment, en fait, pardon, je vais peut-être préciser un peu plus sur comment s'est passée la transmission, en fait, et comment vous êtes arrivé à être détenteur d'une lignée. Alors, on n'y arrive pas, et c'est ça qui est assez amusant, c'est que le parcours, donc pour en parler de manière un petit peu personnelle, c'est pas quelque chose en fait que j'ai choisi, et puis j'en étais bien loin, j'étais bien loin de là, hein. J'étais inscrit en fait dans une pratique depuis assez longtemps, depuis mon adolescence en fait. Et c'était plutôt, donc je m'étais inscrit dans le monde bouddhiste tibétain, et donc j'avais déjà pratiqué au niveau d'un certain nombre de lignées, donc je m'étais inscrit dans un certain nombre de lignées au fur et à mesure. Et puis un jour, on m'a dit, on m'a prévenu qu'un maître Dzogchen en fait m'appelait pour prendre sa succession. Un maître Dzogchen que je ne connaissais pas. En tous les cas, en apparence, que je n'avais jamais rencontré dans cette existence, on va dire. Et donc, il m'a demandé en fait de venir le rejoindre, et ce que j'ai fait. Et j'ai tout quitté du jour au lendemain, et puis je suis parti le rejoindre dans les zones tibétaines en Chine. Et donc là, il y a eu un certain nombre de choses, on pourrait dire préemptives, c'est-à-dire de savoir déjà si j'étais la bonne personne pour prendre la succession, de savoir quel type de connaissances j'avais déjà, de savoir aussi déjà si je pouvais parler tibétain. Donc j'ai dû lire des textes et m'adapter, puisque je connaissais, pour la petite histoire, je connaissais bien la saké, c'est-à-dire le parler de Lhasa. Mais là je débarquais dans l'est du Tibet, où la prononciation du tibétain n'est pas du tout la même. Et donc j'ai dû rapidement me mettre à la page, et donc j'ai dû lire notamment un certain nombre de textes pour montrer que je savais lire et que je savais parler tibétain et pouvoir être compris. Et puis donc un certain nombre aussi de questions sur ma compréhension donc de la réalité, de mon esprit, de son fonctionnement, etc., etc. Et puis donc il y a eu les premières transmissions de pratiques de la grande perfection. Et on dit souvent dans les régions tibétaines que si une ou un prochain détenteur de lignée est correct pour cette lignée, eh bien, il va y avoir certains signes en fait qui vont apparaître. Et donc, ces signes sont apparus. Ce qui veut dire que ça a confirmé mon rôle dans
dans le fait de détenir une lignée. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, j'ai reçu un nom corrélé à un maître du passé aussi au sein de ces lignées. J'ai été intronisé, j'ai reçu plusieurs lettres, donc une lettre de régence, une lettre officielle, donc c'est très officiel. Hein, oui, ça a l'air d'être très formel. En tout oui, cas, c'est très formel, très structuré. Très structuré. Et j'ai reçu donc aussi une lettre qui me déclare comme étant le prochain détenteur de cette lignée. Donc ça a été quelque chose de très formel, de très formalisé, et c'est toujours le cas en fait dans les lignées du monde Dzogchen, puisque c'est le détenteur précédent qui va nommer en quelque sorte, donc qui va reconnaître et nommer le prochain détenteur. Et dans cette perspective, donc, encore une fois, il y a toujours un certain nombre de signes particuliers à avoir. Et ces signes peuvent être de plusieurs natures. Donc, on reviendra peut-être dans d'autres épisodes là-dessus. Certainement. Mais le point principal, c'est que les détentrices et détenteurs de lignée sont vraiment, en premier lieu, choisis par les précédents. Et ça, c'est très important. Ce qui évite, bien entendu, un aspect de dilution de l'enseignement, parce que les détentrices et détenteurs suivants doivent absolument, en premier lieu, maîtriser les enseignements qu'ils ont reçus, et en second lieu, pouvoir les diffuser de manière totalement authentique et naturelle. Et donc ça, ce sont les deux critères fondamentaux. Et le troisième critère en termes de grande perfection, c'est le fait d'être relié à un maître du passé. Et donc, ça, c'est un autre principe, c'est le fait d'être reconnu, en quelque sorte, comme un détenteur du passé. Donc ça fait aussi partie du processus. Oui, c'est vraiment très intéressant, cette inscription, justement, dans l'histoire, en fait, d'une certaine manière. Oui, ça fait une boucle. Ouais. Et pour les maîtres de la grande perfection, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que s'ils vous appellent, et ils ne vous appellent pas pour n'importe quoi, ou ils n'appellent pas n'importe qui, dans le sens tiens, c'est tombé sur toi, c'est qu'il y a automatiquement une reconnaissance immédiate, une reconnaissance naturelle, en fait, dans et le détenteur passé et le détenteur futur. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a quelque chose d'assez étonnant aussi dans l'histoire de la lignée, c'est qu'en fait, on part d'un Bouddha primordial qui s'appelle Samantabhadra, et puis ensuite il y a différents maîtres, et jusqu'à maintenant, jusqu'à notre propre maître. Et en fait, qu'est-ce qui est transmis? C'est la nature de l'esprit, mais Samantabhadra représente la nature de l'esprit aussi. Quelque part, c'est pas seulement linéaire, c'est une circularité, c'est-à-dire ça vous ramène finalement toujours à votre nature. Samantabhadra paraît lointain, puisqu'il est le premier de la lignée, et en réalité, il est en vous. Et il y a ce principe-là aussi dans la lignée. Tout à fait. Il y a ce principe-là, et ça m'amène à une autre question, justement, par rapport à le fait d'être détenteur de lignée et de réaliser, en fait, d'avoir une certaine réalisation, on va dire, du but de la grande perfection. Quelle est la différence, en fait, entre le fait de réaliser, on va dire, d'avoir une profonde réalisation et d'être détenteur de lignée, et s'il y a une différence? Il y a une différence dans le sens où réaliser la profondeur de l'enseignement, ça c'est le but de tout pratiquant. Et donc il y a un certain nombre de pratiquants qui vont réaliser effectivement l'essence de la lignée, mais ils ne vont pas forcément faire tout le processus qui a été décrit. Ils ne vont pas forcément être appelés à être détenteurs de la lignée. Et il y a beaucoup de yogis qui sont finalement assez solitaires et qui vont avoir de grandes réalisations, mais qui n'auront pas forcément beaucoup de disciples, ou très peu, ou même pas du tout. Donc ils peuvent quand même transmettre, en fait? Tout à fait. Si un disciple se présente et qu'il est adéquat, ils vont transmettre. Mais ils ne vont pas forcément former une lignée, parce qu'une lignée, ça veut dire vraiment aussi avoir des enseignements spécifiques. Pas seulement il y a une manière on a dit aussi qu'il y avait l'aspect contenant. Et l'aspect contenant, il va varier selon les lignées, même pour une même essence. Parce qu'il doit s'adapter, en fait. Voilà.
le contenant s'adapte aux besoins des êtres, on dit, dans la grande perfection. Donc automatiquement, ils vont pouvoir être reçus d'une certaine manière par certaines et certains, et d'autres ne vont pas forcément coller avec les besoins que l'on a. Donc il y a cet aspect-là, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin dans cette question, c'est le fait que une pratiquante ou un pratiquant qui est vraiment qui a atteint une très bonne réalisation, également son maître, normalement aussi dans la tradition, son maître le confirme, c'est-à-dire qu'il lui dit tu as atteint cette réalisation-là, maintenant tu es porteur d'une bénédiction. Et pour le monde tibétain, porteur d'une bénédiction, ça veut dire pouvoir porter en fait le bien ailleurs, pouvoir transmettre le bien qui a été atteint de manière individuelle, donc la grande perfection, le porter pour les autres. Donc c'est l'aspect d'essence. Ça, c'est l'aspect d'essence, effectivement. Et donc après, l'autre aspect qui est ce dont tu parlais, Philippe, du maintien d'une lignée spécifique, ça c'est encore une fois quelque chose de différent. Mais il y a parfois, on l'a vu, il y a parfois des exemples où des non-détenteurs de lignée avaient une telle facilité de transmission et une telle aura, on peut dire, qu'ils ont également formé des lignées qui n'étaient pas historiques, par exemple. D'accord. Donc il y a aussi ce cas de figure où des détenteurs de la grande perfection développent ou démarrent de nouvelles lignées par leur propre réalisation. Oui, et c'est ça aussi qui parfois fait des ramifications dans une lignée. Il y a par exemple une grande lignée qui est très célèbre, du nom de Chaniltik. En fait, il y a plein de rameaux. Tout à fait. Parce que en fait, c'est une lignée qui est célèbre, mais comme il y a eu pas mal de disciples qui ont reçu à différentes époques, et bien du coup, effectivement, avec leur réalisation personnelle, ça donne des styles un peu différents. Il y a toujours une branche mère et des branches filles. Et ça change rien à l'authenticité de la ligne en question. Pas du tout. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci Fanny, merci Mia Kensei. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce podcast Dzogchen Today. C'était un grand plaisir. Oui, tout à fait. Donc, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.